Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir rejoint pour ce nouvel épisode consacré de notre série, si c'est pour la culture, on l'a déjà donné, consacré à Notre-Dame, et pour lequel je reçois Marie-Vonne de Saint-Pulgent, auteure de La gloire de Notre-Dame, la foi et le pouvoir, publié dans la Bibliothèque illustrée des histoires chez Gallimard. Marie-Vonne de Saint-Pulgent, nous nous sommes quittés la dernière fois sur les hypothèses d'origine et après avoir discuté de l'événement lui-même, à quel moment est-ce qu'on a su que la restauration était possible et à quel moment différentes options se sont rencontrées, voire affrontées. Alors, c'est arrivé très vite. Enfin, le président de la République déclare qu'il va rebâtir la cathédrale, plus belle qu'avant, dit-il, alors que l'incendie est à peine éteint. De même que le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, annonce dès la fin du Conseil des ministres extraordinaire convoqué 2 ou 3 jours après l'incendie pour décider d'un projet de loi pour financer pour parvenir à cette restauration. C'est à la sortie du Conseil des ministres qu'il évoque la question de la flèche en disant que la flèche ayant disparu, il y a 2 hypothèses, on en remet une ou on n'en remet pas. Et si on en remet une, il faut penser à un concours international d'architecture. Alors, le président de la République reprend cette idée de concours d'architecture sans reprendre l'idée qu'il n'y aurait plus de flèches. Il est vrai que le Premier ministre avait dit, après tout, il n'y a pas eu de flèche jusqu'à l'Unédic, ce qui était une contre-vérité. Donc voilà, peut-être que quelqu'un a levé le doigt pour dire, mais si, il y a toujours eu une flèche. Et d'ailleurs, il faut une flèche dans une cathédrale, elle joue un rôle liturgique. Et donc voilà, le clergé n'était certainement pas disposé à se passer de flèches. Et on a dû sans doute le faire savoir au président de la République que l'archevêque, lui, voulait une flèche. Et donc, donc c'est très vite, et dans les quelques jours qui viennent, que d'abord des dispositions extraordinaires sont prises pour prendre en main la restauration. Très vite après aussi, d'ailleurs, le président de la République prescrira un délai de 5 ans pour reconstruire. Là aussi, sans beaucoup d'études préalables, mais il a revendiqué le caractère volontariste de cette décision, choisi un chef de file qui prend... dans les organes militaires, il choisit un général 5 étoiles, c'est un chef d'état-major des armées, mais aussi un paroissien fidèle de Notre-Dame de Paris et un proche de l'archevêque, et décide de créer un établissement public ad hoc, ce qui est d'ailleurs une technique ordinaire pour les grands chantiers de l'État. Mais en même temps, ce qui était un grand moment de consensus pendant la nuit, de nature à, encore une fois, réconcilier les Français, devient, par les annonces sur la flèche, un grand moment de dissension. Alors, dès que l'idée de recourir à une architecture contemporaine pour remplacer la flèche judéique est énoncée, en plus au plus haut sommet de l'État, enfin les deux plus importants dirigeants politiques de la France suscitent tout de suite plusieurs refus. Celui des gens du patrimoine qui se plaignent de ne pas avoir été consultés et qui récusent cette idée même au nom de la doctrine patrimoniale, notamment exposée dans un engagement international de la France, la Charte de Venise, que la France a ratifiée, et d'autre part, une opinion publique qui n'accepte pas cette espèce de prise en main de la cathédrale par le chef de l'État et qui voit une intrusion politique. J'ajoute qu'à beaucoup bas bruit, le clergé en réalité est hostile à l'idée d'une flèche contemporaine et s'organise très vite pour faire comprendre que lui, ce qu'il veut, c'est la même flèche qu'avant. Voilà. Alors, cependant, le débat va durer des mois. Alors, tout le monde s'en mêle. Vous avez les architectes modernes qui disent qu'il faut être contemporain. Vous avez Jacques Lang qui dit, mais de toute façon, Viollet-le-Duc lui-même était un architecte, il a été créateur, donc pour être fidèle à Viollet-le-Duc, il faut faire de la création.
Vous avez les gens qui méprisent Viollet-le-Duc et qui le font savoir. Vous avez aussi l'étranger s'en mêle aussi. Alors, entre les architectes de toute nationalité qui font des propositions, dont certaines quand même fort dérangeantes, célèbres, pas célèbres, la plus grande polémique a lieu bizarrement au Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni a un problème avec son architecture contemporaine, avec le roi Charles, enfin il n'est pas roi à l'époque, mais qui a quand même convaincu tout le monde qu'il fallait se méfier de l'architecture la plus contemporaine, et puis des propositions qui scandalisent, des propositions dessinées qui scandalisent le bon peuple. Vous avez aussi des prises de position sur les techniques modernes qui pourraient permettre d'aller plus vite. Et puis, vous avez aussi les historiens de l'art qui commencent à documenter la thèse inverse de celle du président de la République. Et moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est l'intervention très tôt d'un historien de l'art allemand qui fait un peu, qui morigène les Français en disant, enfin, vous n'avez pas l'air de vous rendre compte que Viollet-le-Duc, qui n'est d'ailleurs pas le seul auteur de la Flèche, puisqu'ils sont trois, lui, Balue et Geoffroy de Chaume, ce sont trois noms extrêmement importants de l'histoire de l'architecture. Il faudrait quand même que vous sachiez, vous les Français, quelle est votre histoire. Voilà, bon. C'était quand même une leçon de choses assez humiliantes, j'ai trouvé. Bon. Voilà, donc tout le monde s'en mêle. Alors, comme c'est l'ambiance de l'époque, alors il y a des sondages aussi, puis il y a des publications de propositions d'architectes, et puis aussi il y a les ironies des réseaux sociaux qui caricaturent les interventions des architectes, quelquefois de façon très drôle. Et puis, vous avez le ministre de la Culture, un peu bousculé par tout ça, annonce un grand débat sur la question de la Flèche. Alors ça, c'est la tarte à la crème des grands débats. Finalement, le grand débat n'aura jamais lieu parce que, avec les sondages qui se multiplient, on voit très bien que la messe est dite très vite, si je puis m'exprimer ainsi, et que, et que le peuple n'en veut pas. Enfin, disons, l'opinion n'en veut pas, pour des tas de raisons assez complexes. Et puis, alors, le Parlement, surtout, s'en mêle. Alors, parce que, comme le président de la République a décidé de faire une loi, du coup, ça donne la parole au Parlement. Alors, au Parlement, les opinions se déchaînent. Vous avez toutes les oppositions qui veulent faire inscrire dans la loi que la flèche de Viollet-le-Duc sera restaurée à l'identique, ce à quoi s'oppose la majorité. À l'époque, le président a une majorité au Parlement. Mais enfin, quand même, les amendements se multiplient, et finalement, le ministre de la Culture lui-même finit par, sans le faire peut-être exprès, créer un verrou dans la loi en précisant, pour assurer toute la corporation des architectes en chef des monuments historiques, qu'il faut respecter la compétence des architectes en chef. Bon, or, qui dit compétence des architectes en chef dit restitution à l'identique. D'ailleurs, l'architecte en charge de Notre-Dame fait assez vite savoir que s'il faut faire une clôture contemporaine, ce ne sera pas lui. Voilà. Mais la loi prévoit que c'est lui qui est compétent. Voilà. Ensuite, le Parlement impose la consultation systématique de la Commission supérieure des monuments historiques, dont on sait très bien aussi qu'elle va dire qu'il faut faire une restitution à l'identique. Et puis, la filière du bois commence à dire qu'il faut refaire la charpente en bois et non pas en titane ou en ciment comme le préconisent les modernes, et puis que c'est d'ailleurs le matériau le plus écologique, donc c'est la solution moderne. Enfin bon, tout le monde s'en mêle, mais il va falloir quand même 1 an et demi pour que la commission supérieure consultée décide d'une restitution à l'identique, que la ministre de la Culture de l'époque, qui est Roselyne Bachelot, se précipite très vite à la radio pour dire qu'elle va suivre la position de la commission, ce qui est de sa compétence, car c'est le ministre qui décide. Et puis, c'est en fin de journée que l'Élysée fait un communiqué en disant qu'il se rallie à l'avis des experts, ce qui est en fait un ralliement un peu contraint, et que donc, voilà, il valide la restitution à l'identique, abandon du concours d'architecture. Ça, c'est la première étape. La première étape, les modernes, enfin, en tout cas, le président mange son chapeau dans cette affaire. Mais ni lui, ni ceux qui pensent comme lui n'abandonnent le projet de modernisation, et ils se déportent sur les vitraux. Oui, alors ça intervient très vite parce qu'en fait, l'archevêque de l'époque, Monseigneur Ulrich, non, qui n'est pas Monseigneur Ulrich, pardon, Théo Petit, demande, à peu près au même moment, à créer des vitraux contemporains pour un peu la mémoire de l'incendie, on comprend ça à l'époque, et à les substituer aux vitraux de Viollet-le-Duc, on appelle les grisailles, qui sont que Viollet-le-Duc a conçu et fait exécuter pour remplacer les verres blancs que les chanoines du XVIIIe avaient placés dans la cathédrale.
Et tout de suite, la même ministre, Roselyne Bachelot, fait savoir qu'il est hors de question d'autoriser une telle chose, que c'est contraire à tous les principes et que c'est non. Voilà. Fin du premier épisode des vitraux. Lorsque, plusieurs années plus tard, les ministres ayant changé, mais pas le président de la République, lors de la visite qu'il fait un an avant la date prévue pour la réouverture de la cathédrale, c'est-à-dire le 8 décembre 23, il fait savoir qu'à la demande du nouvel archevêque, donc Monseigneur Ulrich, enfin, qu'il a fait savoir que cette demande serait favorablement reçue, il va commander, enfin l'État va commander des vitraux contemporains qui seront mis à la place des vitraux de Viaduc, les mêmes. Voilà. Donc l'État contredit l'État et donc relance la polémique donc, sur cette question du respect du Viaduc et du patrimoine. Et donc, une revue patrimoniale en ligne lance une pétition qui va atteindre très vite 140 000 signatures contre cette idée et à nouveau relance la querelle des anciens et des modernes. Donc, tout le monde s'y met, il y a des commentaires du monde et à nouveau, ça se partage. Alors, cette querelle des vitraux se greffe sur une querelle qui a précédé, qui est la querelle de la reconstitution du mobilier liturgique détruit pendant l'incendie, puisque la totalité du mobilier liturgique datant de l'époque du cardinal Lustiger n'a pas survécu à l'incendie. Donc là, très légitimement, l'Église a fait, le diocèse de Paris a fait une commande, parce que ça relève, le mobilier liturgique, c'est cultuel, on ne sait pas l'État, a fait une commande à des artistes, mais avec un programme, disons, théologique, et des premières idées qui sont soumises à la Commission supérieure des monuments historiques, mais dont la publication déchaîne à nouveau une polémique, alors qui dépasse nos frontières. Les plus acharnés sont les Anglais, qui trouvent là une occasion de critiquer les Français, qui parlent d'esprit Walt Disney, qui se moquent des prétentions et de certains aspects esthétiques de cette proposition. Et donc, il y a eu, avant la querelle des vitraux, une querelle sur le mobilier liturgique. Ça aussi, c'est l'ancien archevêque qui la prend de plein fouet. La commission supérieure est consultée, émet un avis mitigé qui est interprété par le ministère de la Culture comme un avis positif, mais par les défenseurs du patrimoine comme un avis largement négatif. Mais comme on change d'archevêque, le nouvel archevêque reconstitue un peu la procédure et met fin à certaines idées un peu avancées sur le plan liturgique et finalement apaise la querelle, en tout cas provisoirement, avant la relance par la querelle des vitraux. Donc il y a déjà, vous voyez, donc il y a deux querelles sur la liturgie et l'intérieur de la cathédrale. C'est la querelle du mobilier liturgique, puis suivie de celle des vitraux. Est-ce qu'on peut considérer que celle des vitraux est réglée ? Non. Elle n'est pas réglée car la Commission supérieure des monuments historiques, consultée par le ministre, a donné un avis unanimement négatif à l'idée de remplacer les vitraux de Viaduc, qui sont sortis intacts de l'incendie, ont été restaurés et vont être mis en place parce qu'il faut clore la cathédrale, il faut mettre la cathédrale hors air et hors eau, et on n'a pas le temps de réaliser de nouveaux vitraux d'ici la réouverture, donc on va remettre en place les vitraux de Viaduc. Le président de la République a dit qu'il les respecterait et qu'il les présenterait dans un musée de Notre-Dame, qui reste à construire et surtout à financer. Et donc la commission supérieure, appuyée sur la charte de Venise, a émis un avis de principe défavorable. Le ministère de la Culture a immédiatement communiqué sur le fait que, nonobstant cet avis, la procédure de commande des vitraux continuait, donc à passer outre, comme on dit, et que la commission serait à nouveau consultée, mais cette fois-ci sur le projet lauréat, et que certainement elle changerait d'avis, ce qui est assez peu probable quand même. Et donc voilà, la pétition du coup est repartie, on est passé de 140 000 signatures à plus de 230 000 en l'espace de quelques jours, ce qui montre que chaque fois que le pouvoir politique se mêle de cette affaire, il suscite de fortes oppositions. Et par ailleurs, a été annoncé par une association de défense du patrimoine un recours en excès de pouvoir dès qu'une autorisation serait émise par le ministre pour autorisation nécessaire, puisqu'il s'agit d'une dépose d'un élément d'une cathédrale classée monument historique. Je n'ai pas mentionné que vous êtes conseiller d'État, même président de section, pardon, on dit du conseiller d'État. Peut-être vous pouvez donner un avis, vous n'êtes plus en activité au Conseil, vous pouvez peut-être donner un avis sur la recevabilité d'un tel recours. Le recours est sûrement recevable. Il s'agit d'un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, comme l'autorité compétente n'est pas le président de la République et le ministre, donc elle sera attaquée à Paris.
Voilà, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle, alors restreint, comme on dit, sur le contenu même de la décision, pour savoir si elle est justifiée. Enfin, il peut l'annuler pour erreur de droit, en suivant la position de la commission supérieure des monuments historiques, ou estimer que l'avis unanime des experts de la commission supérieure, le fait que le ministre décide de ne pas le suivre constitue une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, oui, il y a un espace pour la censure. Tout dépend un peu de l'appréciation qui sera faite par les juges de cette affaire, mais le recours est certain et il est recevable. A-t-il des chances certaines d'aboutir? Ben moi, je ne peux pas le dire. Enfin, personne. Et puis d'ailleurs, je m'y autoriserai pas. Mais enfin, c'est pas les décisions sur ce point ne sont pas des décisions de gouvernement. Ce sont des actes administratifs. Une autre question a été soulevée à un moment donné, c'est celle du parvis, l'aménagement du parvis. Et on a eu l'impression à un moment donné que le président de la République et son épouse avaient l'intention, faute de convaincre la Commission supérieure des monuments historiques, de profiter du parvis pour faire ce fameux geste architectural qui semble travailler tous nos dirigeants les uns après les autres. Oui, surtout dans le patrimoine, comme si le patrimoine n'était pas digne tant qu'il n'avait pas été arrangé ou amélioré par l'art contemporain. Oui, ça a été dit assez vite, mais le parvis est sous tutelle de la ville de Paris. Et c'est la ville de Paris qui finance et qui intervient sur le parvis. Alors, la ville de Paris aussi a envisagé un projet de grande ampleur, mais instruite par la polémique sur la flèche, la maire de Paris a rétropédalé prudemment et a demandé un projet sobre qui a été pour l'essentiel un projet paysager, sauf les aménagements au sous-sol, qui sont des aménagements lourds et importants. Néanmoins, ce projet-là aussi a suscité la polémique, alors du côté patrimonial, puisque il a été critiqué sur des aspects concernant les jardins autour de la cathédrale, les grilles qui protègent ces jardins, l'aménagement mobilier. Alors là aussi, il y a des querelles importantes. Il y a aussi l'intervention de la Commission supérieure des monuments historiques, parce qu'on est dans les abords de la cathédrale. Et donc voilà, petit à petit, il y a des aménagements trouvés. Enfin, ce projet-là non plus n'est pas absolument consensuel, même s'il est très en deçà des premières intentions affichées. Mais il est clair que maintenant, tout le monde est prudent sur la cathédrale Notre-Dame. Même sur l'affaire des vitraux, l'archevêque actuellement, quand il est interrogé sur cette affaire, dit « Oh, c'est l'affaire de l'État, c'est pas l'Église », ce qui est juridiquement vrai, c'est l'État qui commande les vitraux et qui les paye. Et ceci sur le budget du patrimoine, qui a pourtant été amputé largement pour des raisons d'économie. Voilà, donc la prudence s'installe, mais on sent quand même qu'il y a une frustration du chef de l'État et peut-être aussi quand même un peu de l'archevêque sur ce geste de commémoration de l'incendie, mais qui est déjà réalisé par la réfection complète du mobilier liturgique et du mobilier tout court, puisqu'on a refait toutes les chaises aussi. Donc il y a déjà, l'incendie sera déjà marqué par un nouveau mobilier liturgique. Donc voilà, on peut se poser la question de savoir si tout ça s'impose. Comme souvent, on oublie à quel point il paraissait invraisemblable il y a 5 ans que cette opération de restauration de Notre-Dame soit réalisée en si peu de temps, soit aussi sûre. On oublie aussi l'enthousiasme de beaucoup de corps de métier, et non seulement ceux qui interviennent, mais leurs collègues qui sont un peu partout en France et dans le monde et qui ont suivi cette restauration de Notre-Dame avec beaucoup de passion. Peut-être, avant de nous séparer, peut-être on peut dire un mot du général Georges Lain, qui est mort tragiquement dans une randonnée l'été dernier, et dont on peut dire qu'une bonne partie de la manière dont les délais ont été tenus et de la façon dont les choses se sont passées sont dues à son énergie. Je souris en le disant parce que son énergie avait quelquefois renversé un certain nombre de choses qu'il a été obligé de remettre sur leurs pieds ensuite. Mais enfin, il fallait aussi, ces affaires-là sont aussi des affaires d'hommes, je veux dire, d'êtres humains, et il était l'être humain qui était nécessaire. Oui, sans doute, il faut lui rendre hommage sur ce point. Effectivement, il était un peu impulsif
Et quand il a morigéné l'architecte en chef pour avoir dit qu'il fallait restituer la flèche de Viollet-le-Duc, il allait d'ailleurs contre ses convictions profondes, parce que moi qui l'ai rencontré très tôt, je savais très bien qu'il était dès le départ favorable à une restitution intégrale de la flèche de Viollet-le-Duc. Seulement, il savait quelle était la position du président de la République, et donc il fallait qu'il trouve, selon son propre expression, un chemin stratégique pour parvenir à obtenir donc il a dû ce qu'il voulait au fond et ce que voulait l'archevêque aussi. Il a dû trouver que l'intervention de l'architecte en chef gênait plutôt ce cheminement. Oui, très vite, le choix d'un général a paru bizarre et étrange, mais j'avais été interrogée là-dessus. J'avais dit que bon, c'était une opération complexe, ce genre de choses, avec la multiplication des corps de métier, la coordination générale, et qu'au fond, un général n'était pas étranger à ce genre de choses. En plus, le général Georges Lain s'est très vite adjoint un ingénieur général de l'armement, donc un spécialiste aussi des opérations complexes, qui a pris sa succession. Qui est aujourd'hui le président de l'établissement public, et c'était d'ailleurs la meilleure solution pour tenir les délais et tenir le chantier. Et le fait est qu'il a su mobiliser les équipes et organiser tout ça. Au départ, il y avait beaucoup de scepticisme. Le délai de 5 ans sur lequel il était engagé, personnellement, c'était le délai d'avril 2019, avril 2024, il avait promis un Te Deum pour ce jour-là. Il avait même ajouté, mais je n'ai pas retrouvé, pas pu retracer cette phrase, je ne l'ai pas retrouvée, donc je ne l'ai pas mis dans mon livre, mais il avait dit « Et si ça n'arrive pas ce jour-là, vous pourrez me pendre à la lanterne ». Ça, c'était le style du général. Bon, voilà. Il n'a pas vu la fin de ce chantier, il n'aura pas pu voir la fin de ce chantier, mais néanmoins, les 5 ans fatidiques sont respectés, puisque c'est 2024, fin 2024. Et alors tout ne sera pas terminé parce qu'il restera des années, des millions de travaux, des millions d'euros pour achever la restauration complète de la cathédrale. Mais l'essentiel sera atteint, c'est-à-dire la réouverture au culte et à la visite. Voilà, dans des conditions d'ailleurs à vérifier parce qu'on s'attend à un surcroît de visiteurs. Mais finalement, cette opération a été efficace et comme vous le dites, ça a été encore une fois un exemple et a suscité un renouveau de vocation pour le patrimoine, une mise en valeur de tous les métiers qui y contribuent et du savoir-faire français qui est exceptionnel dans ce domaine, puisqu'on est avec l'Italie le pays plus riche en patrimoine de ce type, et forcément une bonne affaire pour le milieu du patrimoine en général, sans compter que ça n'a pas coûté finalement à l'État, ça lui a même rapporté grâce aux impôts indirects frappant le chantier, les travaux, c'est-à-dire que l'État, c'est la générosité publique qui a financé les travaux, mais c'est l'État qui a encaissé la TVA sur ces mêmes travaux. Et donc finalement, sauf que, je m'étonne que ça n'ait pas été réclamé quelque part, sauf que cette TVA n'est pas allée financer le budget du patrimoine, mais le budget général de l'État. Voilà. Donc le patrimoine n'a pas souffert, sauf de la mobilisation extraordinaire de toutes les forces disponibles, qui a certainement dégarni les autres chantiers, mais qui a suscité encore une fois de nouvelles vocations. Et donc il faut non pas espérer d'autres incendies permettant d'entretenir la flamme pour le patrimoine, mais enfin espérer que les économies nécessaires dans la situation de nos finances publiques ne porteront pas trop sur les budgets du patrimoine, parce que former des artisans pour ce métier nécessite des années et rentabiliser l'investissement dans cette formation humaine nécessite aussi des années pour les entreprises, et donc elles ont besoin de visibilité sur les crédits dont elles disposeront. Marie-Vianne de Saint-Pulgent, je vous remercie. Nous poursuivrons cette série de conversations autour de Notre-Dame en nous appuyant sur votre livre, La gloire de Notre-Dame, la foi et le pouvoir, paru dans la Bibliothèque illustrée des histoires aux éditions Gallimard, pour remonter loin dans le passé jusqu'à la pose plus ou moins mythique de la première pierre et essayer de comprendre en quoi Notre-Dame est devenue progressivement cet élément, pas seulement du patrimoine dans le sens classique, mais aussi de la mémoire nationale, et à quel point peut-être cette histoire explique l'importance de la réaction qu'il y a eu à cet incendie. Marie-Vianne de Saint-Pulgent, merci beaucoup. Merci Philippe Payet.